Bonjour, je suis Ben Wattenberg. Dans cette édition de Think Tank, nous allons nous entretenir en tête-à-tête avec le chroniqueur social et économiste Thomas Sowell de la Hoover Institution. Le nouveau livre de Thomas Sowell, La vision des ouins, soutient que les hypothèses et les croyances de l'élite libérale américaine sont à l'origine de 30 années de désastres en matière d'éducation, de criminalité et de politique sociale. Quelles sont ces hypothèses? Sont-elles erronées ou nous mènent-elles? Une conversation avec Thomas Sowell cette semaine dans Think Tank. Nous recevons aujourd'hui Thomas Sowell, chercheur principal à la Hoover Institution de l'Université de Stanford. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui ont jeté un regard critique sur la société américaine, notamment Inside American Education et Race and Culture. Son dernier livre, The Vision of the Anointed, Self-Congratulations as the Basis for Social Policy, la vision des élus, l'auto-félicitation comme base de la politique sociale, a été qualifié de coup de poing contre la sagesse reçue de l'élite de l'intelligentsia libérale américaine. Tom Sowell, pourquoi ne pas commencer par nous dire de quoi parle The Vision of the Anointed? De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une part d'une vision selon laquelle les problèmes que nous voyons dans le monde sont dus au fait que d'autres personnes ne sont tout simplement pas aussi intelligentes ou compatissantes qu'eux, et qu'il y a toutes ces solutions qui attendent d'être découvertes et que ces solutions doivent être imposées au reste d'entre nous par le pouvoir du gouvernement, par le biais de la fiscalité et d'autres moyens. Et ce qui est vraiment crucial à ce sujet, c'est que leur passion est tellement plus grande que celle de l'autre côté, en grande partie parce que ce qu'ils ont implique bien plus. Qui sont-ils? Oh, l'élite médiatique, l'élite académique, l'élite politique. Et la raison pour laquelle nous parlons de leur vision, même s'ils sont évidemment dans leurs opinions, est que l'ensemble de bases des hypothèses sous-jacentes sur le monde sont très similaires. Et parce que ces hypothèses sont les hypothèses dominantes, le besoin de trouver des preuves pour elles ou d'offrir des preuves est beaucoup moins important. Si quelque chose se produit, il l'explique d'une manière qui correspond à cette vision. Par exemple, lorsqu'il constate que les soins prénataux sont moins nombreux chez les Noirs que chez les Blancs et que les taux de mortalité infantile sont plus élevés, il suppose immédiatement que c'est dû à la négligence de la société et que, par conséquent, il suffit que le gouvernement intervienne et fournisse davantage de soins prénataux pour que le problème se résolve de lui-même. Mais en réalité, d'autres groupes ont encore moins de soins prénataux que les Noirs, mais ils ne parviennent jamais à cette deuxième étape. Car une fois qu'ils ont vu quelque chose qui correspond à leur conception de la façon dont le monde fonctionne, c'est en quelque sorte la fin. Permettez-moi de revenir à cette idée de qui sont ces gens, ce « ils ». Je veux dire, dans votre cosmologie, sont-ils des libéraux? C'est ce qu'ils sont? Oui, le New York Times, le Washington Post, Harvard, Stanford, oh, les Edward Kennedy, tous les suspects habituels. Laissez-moi... Mais c'est plus que ces personnes en particulier, parce que cet état d'esprit remonte à au moins 200 ans. Avec qui cela commence-t-il? Je ne sais pas où il commence, mais vous pourriez le trouver au XVIIIe siècle. Si vous lisez William Godwin, Inquiry Concerning Political Justice, en 1793, vous avez toute la vision exposée comme elle l'était dans les années 60. Mais les années 60 ont été un point crucial, car c'est à ce moment-là que cette vision est devenue dominante. Cette vision arrogante que nous savons mieux que quiconque, oh oui, et que nous n'avons même pas besoin de les soumettre aux formes normales de preuves. Oh, absolument pas, absolument pas. Maintenant, laissez-moi vous lire quelque chose que le président de la Chambre, Gingrich, a écrit dans son livre « To Renew America ». Il a dit, donc renouveler l'Amérique, il a dit « Depuis 1965, il y a un effort calculé par les élites culturelles pour discréditer cette civilisation et la remplacer par une culture d'irresponsabilité qui est incompatible avec les libertés américaines telles que nous les avons connues. » Vous y croyez? Est-ce que c'est en gros ce que vous... Oui, bien que je me limiterai à ceux qui sont en quelque sorte au sommet de ce genre de choses. Car plus bas, les gens croient des choses parce que beaucoup d'autres les croient, parce qu'elles sont dans l'air, et ainsi de suite. J'étais particulièrement intéressé dans ce qu'il dit, que c'était un effort calculé. Est-ce que vous pensez que les ouins, comme vous les appelez, qu'ils sont assis complotants et calculateurs, comme le dit Newt Gingrich, et se disent « voici ce qu'on va faire ». Pensez-vous qu'ils ont tort et c'est simplement ce qu'ils croient, et qu'ils sont arrogants?
car ce sont deux choses très différentes. Eh bien, c'est pourquoi j'ai fait la distinction entre les leaders et les autres. Je veux dire, je pense que lorsque les gens disent des choses comme « plus de femmes américaines sont battues le dimanche du Super Bowl que n'importe quel autre moment de l'année », vous voyez cela? Il n'y a pas un grain de preuve pour cela. C'est calculé parce que en d'autres termes, je veux dire qu'il n'y a pas de données qui pourraient même être mal interprétées de cette façon, parce qu'il n'y a pas de données. Point. Et donc, oui. Mais je pense que 99% des personnes qui y croient ne calculent pas. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces idées s'envolent, sans même être remises en question par des preuves, c'est qu'il existe une certaine vision du monde. Et dans ce monde, les hommes oppriment les femmes. Et donc, lorsque vous dites quelque chose comme ça, cela correspond à cette vision. Et c'est tout. Il n'y a pas de demande de preuve. Vous avez dans votre livre une sorte de série, vers le début, sur le processus réel de formation de l'une de ces idées, et comment elles le vendent, et comment elles rejettent la preuve. Peut-être pourriez-vous nous guider à travers ce modèle. Il y a un modèle en 4 étapes. Et dans la première étape, il y a ce que j'appelle la crise. On nous fait croire qu'il s'agit d'une crise terrible pour laquelle il faut faire quelque chose. Et ce qui m'a fasciné en faisant les recherches pour ce livre, c'est que la chose que l'on dit être en crise, c'est souvent amélioré pendant des années, mais cela est ignoré. Dans la deuxième phase, par exemple, la mortalité infantile, pour reprendre l'une des choses dont vous parliez tout à l'heure, je pense à la grossesse chez les adolescentes et aux maladies vénériennes. Ces choses s'amélioraient. Les grossesses chez les adolescentes ont diminué pendant plus d'une décennie avant l'introduction de l'éducation sexuelle. Les maladies vénériennes, la syphilis dans les années 1960, n'avaient que la moitié de l'incidence qu'elles avaient en 1950. Tous ces phénomènes sont donc en baisse. Mais on nous dit que nous avons besoin de l'éducation sexuelle pour faire face à cette crise qui a été fabriquée. Encore une fois, c'est là que la partie calculée entre en jeu. Maintenant, 99% des personnes qui entendent cela ne le savent pas. Mais la raison pour laquelle elles acceptent est qu'elles partagent la même vision. Comme cela correspond à cette vision, elles n'ont pas besoin de demander des preuves. Alors quelle est la deuxième étape? La première est qu'il y a une crise. Oui. Ils établissent une crise, généralement artificielle. Oui. Puis la deuxième étape est la solution. Vous avez une solution pour cette crise. Dans ce cas, vous aviez l'éducation sexuelle dans les écoles. Et à ce moment-là, vous dites, cela conduira à un résultat bénéfique A. Les critiques disent, non, cela mènera au résultat néfaste Z. La troisième étape est celle des résultats. Vous le mettez en place et vous trouvez directement les résultats préjudiciables Z, à savoir les maladies vénériennes et les grossesses chez les adolescentes s'envolent dans la stratosphère. Et puis la quatrième étape est la partie fascinante dans laquelle ils disent simplement « Non, cela ne prouve pas que c'était une mauvaise politique parce qu'il y a beaucoup de facteurs et il y a de la complexité. C'est simpliste de rejeter la faute sur ça. » Eh bien, ils font cette routine sur tant de choses différentes, y compris la criminalité. De même, ils ont dit, vous savez, en 1960, le juge Baslon a dit que nous avions désespérément besoin d'une sorte de changement dans le système de justice pénale. Or, en 1960, il y avait moins de meurtres en 1950, ou 1940, ou 1930. Mais encore une fois, cela a été complètement ignoré. Et donc maintenant, nous avons la révolution du système de justice pénale. Les gens disent, non, si vous mettiez ces choses nouvelles, il y aura plus de crimes qu'avant. Ils les mettent en place. Presque instantanément, le taux de criminalité en baisse se retourne et repart à la hausse. Et ils disent, non, c'est simpliste de mettre ça sur le dos de ça. La cause profonde est dans les négligences de la société et tout le reste. Donc c'est pile, je gagne, face, tu perds. Donc pour revenir au premier exemple que vous avez donné, vous pensez que l'augmentation des maladies vénériennes a été causée par l'éducation sexuelle? Je n'ai pas besoin de le dire, je n'ai même pas besoin de le croire. Tout ce que j'ai à dire, vous y croyez? C'est qu'il... je pense que c'est difficile à expliquer autrement. Je veux dire, vous savez, on n'obtient pas des changements sociaux aussi radicaux en quelques années sans une cause particulière. Mais l'argument ne dépend pas du tout de cela. Le fait est qu'ils ont créé la crise artificiellement. Les preuves montrent qu'il n'y avait pas de crise. Mais ils ne veulent même pas le soumettre à un test empirique. S'ils veulent montrer qu'un autre facteur est intervenu et a réellement causé la crise, je suis heureux de l'entendre. Pourquoi un groupe d'intellectuels libéraux, de politiciens, de vedettes des médias, etc., déciderait-il de démembrer ou de diluer le système de justice pénale s'ils pensaient à l'avance que cela augmenterait le taux de criminalité? Ils ne pensaient pas à cela. Mais le fait est qu'ils pensaient simplement à tort
que cela aiderait? Oui, mais cela leur donnerait également un rôle beaucoup plus important que celui qu'ils avaient auparavant. Je veux dire qu'un autre juge qui se contente de rester assis et d'appliquer les lois adoptées par le législateur a un rôle très mineur. Mais s'il adopte un rôle expansif d'activiste judiciaire, alors bien sûr, il est à l'avant-garde et il peut attendre les hosannas et tout le reste. Comment cela se passe-t-il dans le domaine d'un sujet sur lequel vous avez écrit, à savoir la discrimination positive? Comment se déroule ce processus? Quels sont les 1, 2, 3 et 4 à ce sujet? Je n'ai pas fait ce calcul. Mais il est certain qu'il n'y a aucun intérêt à découvrir empiriquement si les choses se sont améliorées ou détériorées pour les minorités grâce à ce programme. En fait, si vous évoquez des preuves, ils diront « Ah, mais les choses auraient été encore pires si nous n'avions rien fait à cela. » De même, avec la guerre contre la pauvreté, vous pouvez montrer comment la dépendance vis-à-vis du gouvernement diminuait, la pauvreté diminuait avant que ce programme ne soit mis en place. Et quelques années plus tard, la dépendance à l'égard du gouvernement augmentait. Et après quelques années supplémentaires, le nombre absolu de personnes en situation de pauvreté augmentait. Oui, j'ai lu cela dans votre livre. Mais le nombre absolu de pauvres n'est pas la donnée pertinente. Les données pertinentes seraient le taux de pauvreté. Et le taux de pauvreté, en fait, dans les années 1900... J'ai travaillé pour le président Johnson, donc nous devons établir cela. Vous savez, donc, je veux dire que la ligne de conduite que nous avons adoptée était que pendant les années 60, pendant l'administration Kennedy-Johnson, la pauvreté a en fait fortement diminué. Depuis lors, le taux, pas le chiffre absolu car le pays s'est agrandi, est resté stable, quelque part entre 12 et 15%. Oui, mais n'oubliez pas que cela a été vendu au pays, non pas sur la base que si vous transférez de l'argent de personne A vers B, B aurait plus d'argent. Ce n'était pas l'argument. L'argument était que la dépendance serait réduite, que vous alliez, je cite, investir dans les gens, comme le dit Bill Clinton maintenant. Et les gens ont oublié ce qui était dit dans les années 60. Ce sera alors, vous leur donnez une formation professionnelle, toutes ces sortes de choses, de compétences parentales, tout le tralala, et ce sera alors un investissement qui rapportera dans le futur, parce qu'il y aura au moins des personnes dépendantes du gouvernement qu'auparavant. Et je passe en revue un grand nombre de personnes, de John F. Kennedy à Lyndon Johnson, le New York Times, tous les suspects habituels ont dit toutes ces choses. Lyndon Johnson n'était pas un suspect habituel, eh bien, il n'était pas le principal suspect, d'accord. Mais le fait est que cela n'a jamais été testé. Lorsqu'il y a eu toutes ces merveilleuses rétrospectives organisées au Texas et dans d'autres endroits à ce sujet, le premier hors du jour a été d'éluder les critères qu'ils ont eux-mêmes établis lorsqu'ils ont mis cela en place. Et donc, quoi qu'il arrive, si c'est un échec selon leur critère original, alors nous trouverons simplement un autre critère pour que ce soit un succès. Eh bien, examinons cela un instant. J'ai un de mes amis de l'époque à la Maison-Blanche écoutez, encore une fois, Gingrich, peu après cette grande révolution républicaine de 1994, grande signifiant énorme, pas nécessairement merveilleuse, nous verrons cela plus tard, et il n'arrêtait pas d'entendre Newt Gingrich utiliser le mot « opportunité ». Cette société d'opportunités conservatrices. Nous devons offrir des opportunités, disait-il. Je lui ai parlé et il m'a dit, vous savez, Gingrich utilise le mot opportunité presque autant que le président Johnson, ce qui correspondait à ce que vous dites. C'était la rhétorique. On l'appelait le OEE, Equal Office of Economic Opportunity. C'est ce que c'était. Donc, si les libéraux parlaient d'opportunités et que maintenant les conservateurs parlent d'opportunités, et je suis sûr que vous êtes pour les opportunités, tous les enfants de Dieu ont l'opportunité. Alors, quel est votre problème lorsque les libéraux disent que nous devrions créer des programmes d'opportunités? Et en fait, je veux dire juste je ne dirais pas que je me fais l'avocat du diable. Beaucoup de choses qui sont sorties de la grande société, la construction de tous ces collèges juniors et collèges communautaires. Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'était une tragédie de premier ordre. C'était une tragédie? Oui. Pourquoi est-ce une tragédie? Vous avez des millions de personnes qui n'ont absolument aucun désir d'éducation, qui utilisent des milliards de dollars de l'argent des contribuables et qui non seulement n'obtiennent pas d'éducation eux-mêmes, mais rendent plus difficile de donner une éducation à ces personnes qui sont venues à l'université avec l'idée d'en obtenir une. Maintenant, vous dites qu'ils n'ont aucun désir d'éducation. Je veux dire, personne ne les force et dans les universités d'État. Non, ils ne le font pas, évidemment, parce que beaucoup de choses se passent dans ces endroits qui ne sont pas de l'éducation. Je veux dire, à quel autre endroit pouvez-vous trouver autant de jeunes gens du même âge et du sexe opposé en un seul endroit, un endroit agréable et pratique. Mais pour quiconque a enseigné dans un grand nombre de ces lieux, ce désir féroce d'éducation en tant que tel n'est pas terriblement visible. Et j'ai enseigné dans des endroits où nous avions, vous savez, les 10 ou 15% des étudiants de plus haut niveau, à UCLA et autres.
Et ni moi, ni les collègues n'avons trouvé ce grand désir pour l'éducation en tant que tel. Ils voulaient être dans des bâtiments de haut standing pendant 4 ans afin d'obtenir plus d'argent lorsqu'ils seraient diplômés et de s'amuser pendant qu'ils y étaient. Vous pensez donc que le grand idéal américain, qui a vraiment été partagé par les deux partis et les deux idéologies au cours des dernières décennies, à savoir permettre à davantage de personnes d'accéder à l'enseignement supérieur, est une idée en faillite? Oh, permettre est une chose, mais subventionner les gens à un coût énorme sans aucun signe réel que cela produise ce que nous voulons faire, eh bien, quand vous dites subventionner, je veux dire, ou d'un community college, je suppose que c'est du subventionnement. C'est en dessous du coût, bien sûr, les frais de scolarité, mais cela permet aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à Harvard ou ailleurs de commencer des études universitaires. Je veux dire, les gens faisaient ça avant la grande société. Je l'ai fait avant la grande société. Toute ma génération l'a fait avant la grande société. Vous dites que les grands élans politiques humanitaires des années 60 ont été presque sans exception mauvais? Eh bien, il y en a eu de bonnes, mais je dis que l'hypothèse selon laquelle, sur le front de l'éducation, je veux dire, je vous défie de trouver un grand nombre de personnes qui ont réellement enseigné à ces étudiants, qui pensent vraiment qu'ils sont là, assoiffés de connaissances. Supposons qu'ils aient soif d'un meilleur emploi, et nous avons mis en place une société où il faut être accrédité par un certain nombre d'universités. Alors, sont-ils pas capables d'obtenir un meilleur emploi grâce à leur diplôme? Non, c'est l'erreur de la composition. Vous savez, si une personne se lève dans le stade, elle voit mieux le match. Mais si tous se lèvent, ils ne voient pas tous mieux le match. Tant que vous savez, si vous avez un diplôme et que l'autre gars n'en a pas, alors vous passez devant lui dans la ligne d'embauche. Mais nous n'allons pas tous nous devancer dans l'emploi en obtenant tous des diplômes. Donc toute cette idée que, je suppose, les libéraux et les conservateurs disent qu'à ce moment précis, en 1995, nous devons faire entrer plus de gens dans le système éducatif parce que c'est le moyen d'être compétitif, et nous regardons les données et nous voyons que les personnes plus instruites gagnent plus d'argent que jamais auparavant par rapport aux personnes moins instruites. Tout cela n'est qu'une erreur due au fait que tout le monde se lève dans le stade. Les gens qui volent sur le Concorde, les enfants qui ont volé sur le Concorde gagneront sans aucun doute plus d'argent que les enfants qui ont seulement pris le bus. Cela ne veut pas dire que si nous mettons beaucoup de gens dans la Concorde, nous allons augmenter le revenu national. Nous augmenterons les revenus du Concorde. Oui, c'est dont ils ont désespérément besoin, bien sûr, mais c'est une autre histoire. D'accord. Et juste pour revoir les enchères, vous datez la pleine nature de cette situation en quelque sorte dans les années 60. C'est bien cela? Oui, oui. Je veux dire, et c'est... tout le monde du côté conservateur commence, je veux dire, que la genèse est le milieu des années 60. C'est là que le monde a commencé. Eh bien, pas nécessairement. Je dirais la chute dans le jardin. D'accord. Ok, très bien. Maintenant, depuis les années 60, les États-Unis d'Amérique ont gagné la guerre froide et ils sont restés un. Alors que beaucoup de gens, y compris surtout de conservateurs, disaient « Oh, l'Amérique a perdu son sang-froid. » Et nous, parce que je ne pense pas que c'était précisément des conservateurs. Eh bien, je me souviens d'un numéro du magazine Public Interest au milieu des années 70 qui disait « L'Amérique a-t-elle perdu son sang-froid ?» avec tout un tas de conservateurs qui disaient « Oh, mon Dieu, c'est terrible. » Eh bien, c'est l'époque de Jimmy Carter. Eh bien, c'est peut-être vrai. Mais donc, depuis ce terrible événement, il y a 30 ans, quand les années 60 nous sont tombées dessus, nous avons gagné la guerre froide. Nous avons continué à croître en richesse, en compétences professionnelles. Nous avons absorbé environ 20 millions d'immigrants. Nous sommes le pays le plus riche et le plus libre de l'histoire du monde. Vous êtes d'accord avec tout cela, en gros? Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec votre période de base. Non, non, mais c'est votre période de référence. Vous avez établi les années 60, je ne l'ai pas fait. Non, je vous ai piégé. Non, 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 aucune de ces choses. Non, je dis que toutes ces choses dont vous parlez ont commencé bien avant les années 60. Elles ont faibli dans une large mesure sous Jimmy Carter. Elles ont repris avec une vigueur renouvelée dans les années 80 sous un autre type de vision. Je parle du déclin social du pays parce que ce déclin social est d'autant plus frappant qu'il s'agit d'un pays prospère. Vous ne pouvez pas attribuer le taux de criminalité au fait
qu'il n'y a plus de pauvreté. Il y en a moins. Il y a moins de pauvreté. Il y a plus d'aisance. Ce n'est pas dû aux étrangers car, comme vous le dites, nous avons gagné la guerre froide. Toutes les choses normales que vous pourriez mettre sur le compte de tout cela ne sont pas là. Ce n'est pas à cause des maladies, parce que la science a vaincu plus de maladies. C'est à cause des blessures auto-infligées. Et je dis que ce sont ces personnes qui ont infligé ces blessures. Et c'est pourquoi nous ne devrions plus les écouter. Quelle est la nature de ces blessures? Le crime, la désintégration de la famille, la désintégration du système éducatif. Et cela n'aura pas d'importance. Nous serons comme l'homme qui a gagné le monde entier et a perdu son âme. Y a-t-il une racine commune à tous ces problèmes, autre que le fait que vous les aviez entendus de la part de la classe Wint? Je veux dire, y a-t-il quelque chose? Oui, oui, oui. Est-ce le gouvernement de Providence? Non. C'est la notion que l'on ne peut pas faire confiance aux gens ordinaires pour prendre les décisions qu'ils ont prises, qu'ils doivent être préemptés, soit par les juges, dans le cas des crimes, soit par les écoles qui prennent en charge l'endoctrinement des enfants, des autres, dans leur dos, et contre leurs protestations, ou, quel était l'autre? La famille, prendre l'argent des contribuables et subventionner un comportement tout en l'encourageant et en légitimant un comportement qui s'est avéré extrêmement autodestructeur, sapant la famille de 1000 façons différentes. Tom, vous écrivez dans votre nouveau livre, The Vision of the Anointed, disponible dans toutes les librairies, sur les prophètes en téflon. Oui. Qu'est-ce que... Eh bien, je pense que mon préféré est Paul Ehrlich, parce qu'il s'est trompé de façon constante sur tellement de choses. D'abord, il a prédit une famine de masse, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, mais il a prédit que nous allions manquer de ressources. Julian Simon a fait ce fameux pari avec lui. Il proposait à n'importe qui de parier $1000 qu'il pouvait nommer un ensemble de ressources et une période de temps, et qu'à la fin de cette période, ces ressources ne seraient pas plus chères comme elles seraient si elles étaient vraiment en train de s'épuiser, mais qu'elles seraient soit stationnaires, soit en baisse en termes réels. Et Ehrlich s'est précipité avec sa liste de 10 ressources, et il a décidé que nous reviendrons au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, non seulement la liste de 10 ressources était moins chère en termes réels qu'avant, mais chacune des ressources qu'il avait nommées était moins chère. Permettez-moi de soulever un dernier point ici. Dans The Vision of the Anointed, vous lancez une attaque vigoureuse pour que nous écoutions plus ces gens. C'est un peu le principe de base. Ils ont eu tort, ils ne prouvent pas leurs arguments, ils nous ont fait du tort. Alors qui devrions-nous écouter? Nous devrions écouter d'abord et avant tout notre propre expérience. Vous semblez dire, eh bien, il doit y avoir des sauveurs alternatifs. Nous devrions arrêter de chercher des sauveurs. Je veux dire, la société n'a pas existé pendant des milliers d'années parce qu'elle a eu une succession de sauveurs. Elle a existé parce qu'elle a des institutions et des processus grâce auxquels les gens peuvent réaliser leurs propres objectifs. Non, je comprends cela, mais vous attaquez les personnes qui voudraient nous diriger et nous dire comment le monde fonctionne. Non. Ils ne veulent pas nous dire comment le monde fonctionne. Ils veulent prendre les décisions à notre place. Ils ne disent pas aux parents comment ils doivent enseigner l'éducation sexuelle à leurs enfants. Ils mettent ce matériel dans les écoles, dans le dos des parents, avec la consigne de ne pas laisser les parents le voir. C'est là le problème. D'accord, mais nous vivons dans une société ouverte et démocratique. Maintenant, monsieur et madame Landa du public écoutent cette émission, je l'espère, et ils disent, bon sang, ce type a vraiment beaucoup de bon sens. Mais fondamentalement, c'est une proposition négative. N'écoutez pas ces gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non. Qui devrait? Ne laissez pas ces gens diriger vos vies. D'accord, mais comment faites-vous en pratique? Je pense que c'est un non-problème, Ben. C'est un non-problème. Ces gens sont des adultes tout comme vous et moi. Ils ont géré leur vie pendant des milliers d'années. Ils n'ont pas besoin que je leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais ce n'est pas une question que je veux reprendre aux gens de gauche. Je veux qu'ils continuent à prendre leurs décisions comme ils l'entendent. C'est vrai, mais c'est une démocratie, ils doivent voter. Même dans une démocratie, ils peuvent vivre leur vie comme ils l'entendent. Pour qui doivent-ils voter? Oh grand Dieu, ils ont voté pour qui ils voulaient, sans monnaie pendant 200 ans. Mais certaines personnes votent pour les personnes qui écoutent ces personnes Wint. Je veux dire, donnez des conseils au public, dites-leur ce qu'ils doivent faire. Eh bien, l'année dernière, en 1994, sans aucune aide de ma part, ils ont changé pour qui ils ont voté. Et c'est donc un non-problème. Vous dites sans aucune aide de votre part, mais je pense que vous et vos confrères du mouvement conservateur avez eu une influence. Mais ce n'était pas à cause de ce livre, évidemment.
pas grâce à ce livre, mais grâce à vos précédents livres merveilleux. Tom Sowell, merci beaucoup et merci à vous.